qu'elle avait à l'époque 16 ans. À 16 ans, c'était peu de temps avant qu'elle s'habille, puisque, ça j'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est qu'elle avait une... Quelques photos, un nom au mémorial de la Shoah, de toi Esther, il reste bien peu. Tu avais 15 ans quand tu as été arrêtée et déportée à Auschwitz avec tes parents, tes 6 frères et sœurs, ton oncle et ta tante. Vous y avez tous été exterminés parce que juifs. Ton parcours nous a émus, nous avons essayé de le reconstituer, ainsi que celui de ta famille. À la fin du XVe siècle, ta famille, comme tous les juifs qui refusent de se convertir, est chassée d'Espagne. Elle se réfugie en Turquie et les juifs de l'Empire ottoman vivent en communauté assez fermée sur elles-mêmes. Elles gardent leurs traditions et leur langue, le ladino ou judéo-espagnol. Passons quelques siècles. Ta grand-mère Sarah naît à Constantinople. Plus tard, elle épouse Isaac, ton grand-père, et ils vivent à Smyrne, l'actuel Izmir, où naissent leurs 7 enfants. Les aînés apprennent le français dans une école de l'Alliance israélite universelle créée par des juifs français au XIXe siècle. C'est une des raisons peut-être du choix de la France plus tard pour immigrer. Ta famille mène une vie plutôt confortable, mais la Première Guerre mondiale éclate et ton grand-père est incorporé dans l'armée turque. Il meurt du typhus en 1919, laissant ta grand-mère veuve avec 7 enfants. Salomon, ton père, l'aîné, Vidal, Joseph, Jacques, Rika, Suzanne et Esther. C'est peut-être à cette tante émigrée aux États-Unis que tu dois ton prénom. Mais revenons en Turquie. La vie y était bien sûr difficile pour ta grand-mère et ses enfants. Une de ses sœurs était déjà installée en France. Salomon, ton père, l'a rejoint en 1920, suivi en 1921 ou 22 du reste de la famille. Les débuts en France sont bien sûr difficiles. Peut-être vivent-ils un temps à Paris, rue Sedaine. Salomon, ton père, et Vidal, ton oncle, sont vendeurs de blancs sur les marchés. Beaucoup de juifs turcs s'étaient regroupés dans le 11e arrondissement. Ils y étaient si nombreux qu'on appelait d'ailleurs ce quartier la Petite Turquie. Puis tes parents, Salomon et Louise, tentent leur chance à Lille, et c'est dans cette ville du Nord que naissent 5 de tes frères et sœurs, Isaac en 1925, Rachel, Joseph, Sarah et Jacques en 1937. Toi, Esther, c'est à Paris que tu vois le jour en 1926. Tes parents sont donc revenus y vivre 1 an ou 2 avant de repartir dans le Nord où tu passes ton enfance. Et puis Yvonne, la petite dernière, née en février 1940 à Saint-Nazaire. Elle est déclarée sous le nom de famille de Salomon, qui est en fait le prénom de ton père, comme vous tous. Ton père et son frère Vidal sont naturalisés français. Pour ton oncle Vidal, la procédure a peut-être été simplifiée par son mariage avec Lucie. Quand la Seconde Guerre mondiale éclate en 1939, Vidal est blessé aux yeux, Jacques est décoré de la Croix de guerre, Joseph passe 4 ans sous les drapeaux, Joseph Shaoul s'engage dans la Légion étrangère et est fait prisonnier. Bref, ta famille donne beaucoup à sa terre d'accueil. En mai 1940, c'est la débâcle. Pétain signe cet armistice avec l'Allemagne le 22 juin 1940. La zone nord est occupée par les Allemands, mais l'administration française, dans les 2 zones, reste sous l'autorité du gouvernement de Vichy. Pétain obtient les pleins pouvoirs le 10 juillet. Au printemps 1940, un flot de réfugiés fuit le nord et l'est de la France. Vidal et Lucie quittent alors Longwy et ils s'installent à Pornic où ils tiennent un magasin de tissus. Ton ami Rolande est catégorique sur cette activité professionnelle de Vidal et Lucie. Et si tel est le cas, cela déroge aux interdictions professionnelles imposées par les Allemands et Vichy. En effet, dès décembre 1940, les autorités allemandes du département ordonnent ce qu'elles appellent le désenjuivement de l'économie. Les consignes sont suivies. En juillet 1941, sur les 87 entreprises commerciales juives, aucune d'entre elles n'est donc plus tenue par ses propriétaires juifs. Tes parents, tes frères et sœurs et toi-même vous réfugiez en Loire-Inférieure dès octobre 1939. Lorsqu'ils sont arrivés en taxi, ils étaient donc tous, 6, 7, je ne sais pas bien, 9, je ne sais pas. Ils sont partis à l'Escapade. Et de là, c'était inhabitable, ils sont allés à Kerjanet. La maison n'est pourtant pas bien vaste, une cuisine, 2 chambres, et il n'y a que 4 lits pour vous 9. À Taron, tes frères et sœurs
fréquente en 39-40 l'école installée pour les réfugiés dans l'hôtel d'Anjou. Quant à Isaac, ton frère aîné, il travaille avec ton père au chantier naval de Saint-Nazaire. Mais Salomon connaît aussi une période de chômage. Vos revenus sont modestes et ton père touche une allocation destinée aux réfugiés. Toi, Esther, tu n'es plus scolarisée, mais tu as aussi une bande de copains. Bon, on allait à la plage. Puis vous savez, on était 7-8 à 12-13 ans, hein. On a des petits copains. Donc, oui. Je me rappelle, on avait, elle aussi, qu'elle avait un petit copain, Esther. Je ne sais plus comment il s'appelait. Pas à l'époque. Et son frère, là, Isaac, il était amoureux de moi. Roland et toi êtes inséparables. Aujourd'hui encore, elle ne tarit pas d'éloges sur toi. Elle était belle, comme vous voyez, elle était belle. Très souriante, très réservée, très gentille. Et elle était si gaie. Elle chantait toujours, en particulier Beimir Bisduchen. Parmi Bisduchen, cela signifie vous êtes pour moi la plus jolie. Parmi Bisduchen, veut dire en amour, vous êtes plus belle que le jour. Ta famille n'est pas vraiment pratiquante, mais elle célèbre les fêtes traditionnelles. Le gouvernement de Vichy promulgue, le 3 octobre 40, un statut des Juifs, le premier. Il prévoit de nombreuses interdictions professionnelles. Il est annoté de la main du maréchal Pétain, qui le durcit encore. Salomon, ton père, n'envisage pas que le régime de Vichy puisse traquer ses concitoyens juifs et les livrer à l'Allemagne nazie. Alors, quand celle-ci demande à l'administration française de recenser les Juifs présents sur son territoire, il s'inscrit sur la liste des Israélites de l'arrondissement de Saint-Nazaire en octobre 40. Ton oncle Vidal s'inscrit d'abord sur la liste de Nantes. À partir de juin 42, vous portez l'étoile jaune. Elle est distribuée en échange de tickets de tissu. Les brimades continuent. Dès mars 41, la possession d'un poste TSF est interdite aux Juifs. La solution finale, c'est-à-dire l'extermination des Juifs d'Europe, est décidée en janvier 42 à la conférence de Wannsee. La rumeur des rafles se répand. Roland se souvient que vous parliez de ces transferts de population en Allemagne. Mais toi, croyant qu'il s'agissait d'aller y travailler, tu voulais apprendre l'allemand. Les autorités allemandes ont procédé dans la soirée du 16 juillet à l'arrestation d'un certain nombre de Juifs de mon arrondissement, soit 54 environ. Suivant les instructions reçues de la préfecture, le commissaire central de Saint-Nazaire a, sur la demande de M. Enfeld, chef des SS, mis à la disposition de celui-ci 3 agents de police pour assurer la garde des Juifs. C'est probablement le lendemain, 17 juillet, qu'a lieu la rafle de Taron. Là, je fais pleurer. Non, si. Bon, l'arrestation, c'est... Ils pouvaient très bien venir, parce que si vous voulez, je vous expliquais, on tourne au bout de la rue Floche, l'avenue Foch, mais ils ne sont pas mis là, ils se sont mis dans l'avenue Foch. Le camion des Allemands. Alors donc, le père arrive, on allait se mettre à table, Et il me dit, est-ce que Esther est là? Il aurait bien pu faire semblant de dire, bon, camoufler Esther, hein, et surtout, les Allemands sont là, je vais dire qu'elle vient de repartir. Il aurait pu dire ça. Bon, mais on ne savait pas pourquoi aussi on l'appelait. Puis on est allé jusqu'au coin, comme ici. Le camion était là, je vois les camions, avec les Allemands, fusils, hein. Et alors, je vois le père, la mère, les enfants, tout le monde était là. Je leur dis quoi? Ils sont allés vous chercher à Saint-Nazaire, moi je me rebelle. Hein. Ils sont allés vous chercher à Saint-Nazaire. Parce que le père travaillait avec Isaac à Saint-Nazaire. Donc c'était en semaine. Hein. Alors oui, ils ont dit oui. Mais pour eux, ils partaient travailler. Hein. Mais enfin, quand on va travailler, on ne prend pas les enfants. Hein. Mais enfin. Tous les Juifs de nationalité française de mon arrondissement ont été arrêtés en juillet dernier. En août, ta grand-mère adresse au préfet de Paris une lettre où elle fait appel au bon cœur du préfet. Elle le supplie d'être clément à une pauvre vieille maman très inquiète sur le sort de ses enfants.
Elle rappelle les états de service de ses fils dans l'armée française, évoque le fait que les rafles devaient épargner les juifs français en vain. Pourtant, le commissaire d'Angers, lui, savait dès le 20 juillet que vous alliez être envoyé en Allemagne. Vous êtes transféré à Angers, où vous êtes parqué au grand séminaire. Transitez-vous d'abord par Nantes. Il est probable que vous soyez passé par la caserne Richemont. Vous arrivez en gare d'Angers-Saint-Lô le 18 juillet. 3 trains y arrivent entre 13h et 22h30 et débarquent 638 personnes. Au séminaire, on vous dépouille de vos biens, on confisque vos papiers. Une note manuscrite comptabilise les pièces d'identité des Israélites français retirées aux intéressés. Il y en a 131. Parmi elles, celle de ton oncle, de ta tante et de ton frère aîné. Tes jeunes frères et sœurs n'apparaissent pas sur cette liste, ta maman non plus. Mais peut-être aussi avez-vous dès lors été séparés. Le rapport du commissaire central d'Angers indique que les enfants des Israélites arrêtés ont été confiés provisoirement à des personnes désignées par les autorités allemandes. Tes 5 jeunes frères et sœurs font-ils partie de ces enfants ? Rachel fait parvenir à Taron un mot disant qu'ils ont été séparés de leurs parents et qu'ils ont faim. Rachel qui a écrit envoyez-nous à manger, nous avons très faim et nous sommes séparés des parents. On n'a plus une nouvelle. On les retrouve en septembre à Drancy avec leur mère. Du grand séminaire, Lucie et Vidal, Isaac et toi êtes transférés à la gare. Le toujours zélé commissaire central en fait un rapport précis. Hier, 20 juillet, a eu lieu, à partir de 12h, le transfèrement des Israélites qui avaient été rassemblés au grand séminaire vers le quai de la gare du Maroc. Plusieurs femmes se sont évanouies sur le quai et dans des wagons, et quelques autres ont tenté de s'enfuir. Le convoi a quitté la gare d'Angers-Saint-Lô vers 21h30. Il serait accompagné d'une escorte de feldgendarmes jusqu'à Trèves en Allemagne. Au cours de la nuit du 19 au 20, un des Israélites internés au grand séminaire a tenté de s'enfuir et est tombé dans la cour, se blessant grièvement. On ignore son identité et le lieu où il a été transporté. Serge Klarsfeld indique que le convoi numéro 8 s'est arrêté dans la région d'Orléans, déposé des enfants internés au camp de la Lande à Mont. Probablement est-ce le cas de tes frères et sœurs. Ton père était sur la liste de ce convoi numéro 8, mais son nom a été rayé et on ne sait pas par quel convoi il a finalement été déporté. Et sur les 824 déportés de ce transport, il reste 20 survivants en 1945. Aucun des membres de ta famille n'en fait partie. Dans son récit de déportation, Merci d'avoir survécu, Henri Borland fait pour vous le récit du voyage. Tout d'abord, il cite le docteur Létiche. Nous avons été embarqués dans des wagons à bestiaux, 60 à 80 hommes par wagon, portes et fenêtres hermétiquement closes, sans ravitaillement, sans eau et sous une forte chaleur. C'était très inconfortable parce que l'on ne pouvait ni s'allonger ni s'asseoir. Dans un coin, on nous a montré un récipient pour faire nos besoins. Cela a duré 3 jours et 3 nuits. Dès que le baquet était plein, ça a débordé. C'était insupportable. Vous arrivez à Birkenau le 23 juillet vers 4h de l'après-midi. Le train s'arrête avant l'entrée du camp. En rase campagne, il n'y avait pas de gare, il n'y avait pas de quai. L'arrivée, c'était l'enfer. Les gens étaient ankylosés. Ils tombaient les uns sur les autres. Il manque 23 personnes. Elles ont péri dans le transport ou ont été tuées à l'arrivée. Pendant l'été 42, les nazis ont besoin de main-d'œuvre pour les travaux d'agrandissement du camp. Tu en fais partie, mais ne survivras que peu à la faim et au mauvais traitement. Le certificat de décès, établi par les responsables du camp, indique le 3 septembre 42 comme date de ton décès. Les 2/3 des détenus de cette époque, parmi celles qui n'allaient pas directement à la chambre à gaz, mouraient dans les 7 premières semaines. Ce fut ton cas. Tu es donc déjà morte quand le convoi numéro 34 quitte la gare du Bourget-Drancy en direction d'Auschwitz-Birkenau le 18 septembre 1942. Le train emmène 1000 juifs à son bord. Parmi eux, ta maman et tes 5 jeunes frères et sœurs. Serge Klarsfeld dresse le sombre bilan. À l'arrivée de convoi à Auschwitz, le 20 septembre, 31 hommes furent gardés en vie. Les Allemands sélectionnent 221 femmes
pour le travail. Le reste du convoi fut immédiatement gazé. Ta maman et tes frères et sœurs en faisaient assurément partie. On comptait en 1945 seulement 21 survivants de ce convoi. À Auschwitz-Birkenau, plus d'1 million de Juifs ont perdu la vie. Au total, entre 5,1 et 6 millions de Juifs ont été exterminés, victimes de l'antisémitisme nazi. Des 11 personnes de ta famille raflées à Pornic et Taron, aucune n'est sortie vivante d'Auschwitz. L'oubli est une seconde mort. Nous avons juste voulu vous faire émerger un peu du néant où les nazis ont voulu vous faire disparaître. Moi ça ne me quitte pas, vous savez. Je les vois dans ce camp, je vois tout ça, je vois Esther, connaissant Esther, la mère et tout ça. « 130 lycéens des Pays de la Loire se sont rendus hier et avant-hier à Auschwitz, un voyage pour la mémoire sur lequel les élèves travaillent depuis de longs mois en classe, mais rien ne peut préparer au choc lorsqu'on découvre le camp le plus meurtrier de l'histoire de l'humanité. Thierry Berco et Pascal Cossé. Seelenfreund Estella. C'était là qu'on s'est fait la désinfection. Là. Là ou là? Enfin peut-être. Là ou là. Je sais que c'était pas là-bas. Ouais. C'était peut-être là. Elle s'appelle Ginette Kolinka. Elle avait 19 ans lorsqu'elle est arrivée à Auschwitz-Birkenau. C'était le 16 avril 1944. Depuis 10 ans, elle accompagne des jeunes lycéens pour témoigner. Aujourd'hui encore, elle a du mal à comprendre cette haine envers les Juifs. Les Allemands ont été toujours des artistes. Et les nazis ne sont plus des artistes, c'est des bourreaux. Et des bourreaux qui n'ont même pas de conscience. Des bourreaux, quand on les interroge, ils ont fait leur devoir. Des bourreaux qui envoyaient des enfants de l'âge de leurs enfants. Et quand ils les retrouvaient le soir, mais ils jouaient avec eux comme n'importe quel père. Sans avoir dire, t'as vu ce qu'on a fait, on a envoyé des enfants de l'âge de nos enfants. Mais non, ils ne se le disaient pas. De cette usine de la mort, il ne reste presque plus rien. Quelques photos récupérées par miracle, des fours en ruine, et pourtant ici, 1 million de Juifs sont morts dans les chambres à gaz. La guerre était perdue pour eux, ils voulaient nier leurs crimes. Probablement ne pas en subir les conséquences pour ceux qui survivraient à la guerre. Et masquer, ça avait été le projet depuis le départ. Le fait que cette solution finale se fasse dans le secret le plus total. On aurait pu imaginer finalement ne rien savoir de cet événement. C'était probablement le projet, arriver à exterminer des millions de personnes dans le plus grand secret. C'était visiblement le but. Sur ce portail, il est écrit « Arbeit macht frei », le travail rend libre. Les déportés qui arrivaient à Auschwitz pensaient arriver dans un camp de travail. En réalité, près de 90% d'entre eux allaient directement dans les fours crématoires. Les autres ne survivaient pas longtemps au régime imposé par les nazis. Ici, tout était planifié pour exterminer une race jugée inférieure. De voir la façon dont ils étaient traités, de voir la façon dont ils étaient tués, de voir ses cheveux emmêlés entre eux, de voir ses chaussures, ses valises. Enfin, de voir tout ça, ça fait des hauts le cœur et ça vous montre que l'homme peut être vraiment très cruel. Et c'est vraiment très, très fort. Oublier, c'est les mémoires. Le devoir de mémoire, c'est tout le sens de ce qui est organisé et financé par le Mémorial de la Shoah, le rectorat et le Conseil régional des Pays de la Loire. Et puis je vous demande alors, ce soir, demain, après-demain, plus tard, parlez de ça, parlez de ce que vous avez vu, et parlez de ce qui peut arriver. Et il faut vraiment que ça recommence plus. Merci à l'avance.